Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ciné BDLité. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste formidable, Patrice Donzel. Patrice Donzel est quelqu'un que je connais depuis longtemps, depuis plus de 10 ans. J'ai déjà eu l'occasion de voir son atelier. Il est l'une des personnes qui m'a inspiré le festival de la bande dessinée lorsqu'il venait chez nous sur cette plage de Sète en train de dessiner ses personnages de dessin de presse. Il en parle d'ailleurs. Ici, l'objectif est de vous présenter Patrice, son parcours, son amour pour la restauration d'art, son amour pour l'éducation de l'art avec les élèves. Nous allons un petit peu parler de philosophie de l'art, nous interroger sur un certain nombre d'aspects, et ce, quels que soient les arts, parce que nous parlons également de cinéma un petit peu sur cette chaîne, même si Patrice est essentiellement dessinateur, peintre et sculpteur. Je vous invite à regarder cette vidéo, je vous invite à regarder cet échange, je vous invite à découvrir cet artiste, Patrice, qui est quelqu'un de très bien, qui est quelqu'un qui a beaucoup de talent également. Si ce débat vous a plu, vous pouvez m'indiquer des gens que vous voudriez, par exemple, que j'interviewe et que je ne connais pas forcément. Sachez qu'il y a d'autres interviews, d'autres échanges qui sont prévus avec d'autres artistes. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Je vous invite aussi à commenter. C'est important pour nous dire ce que vous avez pensé. Par exemple, des questions que l'on pose sur l'art lui-même. Quelle est votre réponse? Quel est votre sentiment? Parce que l'art est populaire et donc il est important qu'il reste populaire et dans les commentaires vous pouvez montrer votre amour pour l'art. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir. Bonjour Patrice. Bonjour Paul, bonjour tout le monde. Alors première question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je n'ai pas commencé par faire les beaux-arts, mais j'ai commencé par faire instituteur parce que j'avais réussi le concours de l'école normale. Et donc, j'ai fait instituteur pendant une quinzaine d'années. Puis, je me suis décidé à faire l'école des beaux-arts de Valence et j'ai fini ma carrière d'instituteur pour pouvoir passer à ma passion à partir de la retraite. Voilà. Donc, je me suis vraiment lancé dans le métier après avoir enseigné. Mais tu as enseigné les beaux-arts aussi à l'école. Alors, à l'école, j'étais dans des classes à horaire aménagé musical D'accord. où, donc on devait savoir diriger une chorale pour enseigner là. Donc, je dirigeais la chorale des élèves du conservatoire Mhm. et j'étais batteur dans l'harmonie municipale qui était un big band de jazz. Voilà. Ça, on a commencé comme ça. Et donc, dans ma classe, effectivement, je consacrais 3 heures d'art plastique, malgré les 3 heures de musique qu'ils avaient déjà, parce que je considérais que l'art, justement, pouvait permettre aux enfants de s'épanouir et de repartir sur des bases qui n'étaient pas évaluées comme les disciplines traditionnelles. Tout le monde repartait d'un autre niveau. Ça laissait la chance à tout le monde. Et tu avais des élèves de quel âge à peu près? Alors, j'avais la première classe, il y avait 4 classes, CE1, CE2, CM1 et CM2. Donc moi, j'avais la première classe, c'est-à-dire les élèves de 7 ans. C'est les élèves qui arrivaient du cours préparatoire. Non, vraiment des élèves jeunes. Les élèves jeunes, c'était école primaire. Ouais. Et est-ce que tu voyais un intérêt pour ces jeunes enfants à l'art? Est-ce que tu arrivais à les intéresser à l'art et est-ce que d'eux-mêmes déjà arrivaient avec un intérêt pour l'art en général? Alors, ce qui m'intéressait, c'était d'abord en premier qu'il y avait un véritable projet commun, la musique, et qui était la musique, qui est un langage universel. À l'époque où on a des classes très mixtes, je trouvais que c'était très important d'avoir justement la musique comme langage universel et nous, ce à quoi on pouvait ajouter tout ce qui était peinture et art plastique, qui renforçait encore cette possibilité de langage universel, d'étendre cette possibilité du langage universel. Et pour cela, j'avais prévu très tôt de leur apprendre l'italien, puisqu'à Valence est à côté de l'Italie, de façon à ce qu'ils puissent se produire en instrument et en chorale en Italie devant des élèves de leur âge, après avoir participé à des jeux collectifs. Hein. C'était pas le seul but, c'était pas de se produire, mais de voir que des enfants de leur âge étaient réceptifs à la musique qu'ils produisaient et que c'était une façon de communiquer avec des personnes qui ne parlaient pas la même langue que nous. Et la musique devenait un langage
universel. L'essentiel, c'est de créer une émotion et un partage. C'est vrai que la musique c'est vrai que la musique est un langage universel et que on a tendance aussi un peu à oublier que l'art en général est un langage universel. Quand tu as fait les beaux-arts, donc tu as décidé de faire les beaux-arts, tu es rentré à quel âge aux beaux-arts? À quel âge tu as décidé de rentrer dans cette école-là? Alors, ça a été très particulier. Je ne pouvais pas faire le cycle complet, donc je suis quand même rentré directement en deuxième année. Et j'avais demandé, puisque j'avais pris un congé de l'éducation nationale pour pouvoir faire les beaux-arts, j'avais demandé au directeur des beaux-arts de pouvoir participer la moitié de l'emploi du temps à des chantiers avec des restaurateurs. Donc je, prenais, Restaurateur. donc je ne prenais pas tous les cours des beaux-arts. J'avais pris éducation du regard, dessin peinture, mais je n'avais pas pris, par exemple, modelage ou photographie ou théâtre. Ce que j'ai regretté un petit peu après, parce qu'en fait, c'est la synthèse de toutes ces disciplines qui permet de vraiment s'épanouir. Mais le fait d'avoir pu travailler avec des restaurateurs, ça m'a appris à être très humble devant la technique qu'ils utilisaient. Et donc, parce que là, je n'étais pas payé, mais je participais quand même à des œuvres murales, des œuvres de peinture murale, par exemple, dans des musées, et donc, ou des restaurations d'œuvres d'art, même si on travaillait beaucoup sur des œuvres religieuses, puisque l'État est propriétaire des œuvres et de l'entretien. Ça m'a obligé à apprendre les techniques anciennes et à avoir toute la patience et la détermination qu'il faut avoir et la passion qu'il faut avoir pour transmettre ces traditions qui se perdraient sinon. J'ai deux questions par rapport à ce que tu as dit. L'éducation du regard, c'est quoi? Là, ça, c'est la première question. Dans l'éducation du regard, en fait, c'était histoire de l'art. Et Mhm. moi, j'ai cru que c'était qu'on allait apprendre les différents peintres, les différents mouvements artistiques et apprendre à reconnaître un artiste à travers sa production, à travers ses œuvres. En fait, ce n'était pas du tout ça. En fait, c'était surtout de l'éducation du regard, c'est-à-dire on nous propose un tableau et on nous demande d'exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on voit dans ce tableau. Et là, je craignais avoir un fort décalage parce que moi, j'avais une trentaine d'années et les élèves des Beaux-Arts, deuxième année, avaient 20 ans. Mhm. Je me suis aperçu qu'en fait, bon, on avait à peu près la même perception des choses, malgré l'écart d'âge, et qu'on ne voyait pas grand-chose. Par exemple, je me rappelle notamment, on avait présenté un tableau sur les vanités. Donc, les vanités, c'est-à-dire sur la fuite du temps. Hein. Les vanités, c'est en général, on prend trois objets et on va travailler sur ces symboles. La fuite du temps, il y avait parmi les vanités donc un crâne pour représenter la mort, il y avait une rose fanée pour représenter la fragilité de la vie et un sablier pour la fuite du temps. Et sur le crâne, par exemple, on nous demandait de dire ce qu'on voyait sur ce crâne. Personne n'était très inspiré. Et en fait, personne n'avait vu que le crâne avait une courbe parfaite. Et pourtant, on sait que le crâne, c'est pas un ballon. Oui, oui. Là, on se dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas pu le voir, quoi. Et puis après, bon, c'était la notion, travailler sur la notion de ce crâne, il appartient à personne, c'est personne, il n'a pas d'identité, et pourtant c'est quelqu'un de particulier. C'est Mhm. un être qui est l'unicité et le fait que ça pouvait être n'importe qui, quoi. Et donc, ça oblige à réfléchir, quoi, voilà. Ne pas simplement regarder une image, mais voir ce qu'il y a au-delà de l'image. C'est pour ça qu'après, moi, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, il y a le tableau, la peinture, je parle pour la peinture, Mhm. et puis il y a ce qui se passe au-delà du tableau. On n'achète pas un tableau juste pour l'image, quoi. Il ne faut pas voir le tableau juste pour l'image qu'elle représente, mais tout ce vers quoi ça nous renvoie, et tout ce qu'on ressent comme émotion, et toutes les choses vers lesquelles ça nous renvoie. C'était ça l'important. Il y a l'image et la perception qu'on a de l'image. Mais la perception que tu as de l'image, est-ce que ça va pas dépendre aussi de la vie de l'artiste et de la connaissance que tu as, et peut-être d'une certaine culture en général? Tu as parlé, par exemple, pour les anciens tableaux, que c'était beaucoup de tableaux religieux. Si on ne connaît rien à la religion, on n'aura peut-être pas la même perception du tableau que quelqu'un qui est, on va dire, théologien pour prendre l'extrême.
Ah ben ça c'est certain, c'est certain. Moi personnellement, bon, les tableaux religieux, j'avais l'avantage d'avoir été à l'église jusqu'à 14 ans. Donc déjà, j'avais une connaissance minimale de la Bible. Donc ça aidait un peu, mais je me suis aperçu que pour faire de la restauration, il fallait connaître toute l'histoire des martyrs. Parce que quand on voulait enlever des repins, il fallait encore savoir quel était le martyr quelles étaient les caractéristiques du martyr de ces saints pour pouvoir savoir où chercher les repins. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut avoir une grande culture pour faire de la restauration, Mhm. qu'il ne suffit pas d'être un technicien. Et donc, ça m'a obligé à revoir ma copie un petit peu et à chercher la vie des martyrs et à me documenter sur la Bible et la vie des martyrs. Et, et, et c'était très intéressant de voir quand même aussi la patience des restaurateurs. On n'est pas dans un cours avec une limite dans le temps. Il n'y Mhm. a pas de limite dans le temps. Le temps ne compte pas. C'est-à-dire, il ne compte pas dans la mesure où il n'a pas à être rentabilisé. Mhm. Or, nous, on est dans un espace une période de temps où souvent il faut rentabiliser notre temps. Euh, et là c'était le plus gros décalage pour moi, ça a été ça. C'est que on prend le temps qu'il faut pour le faire. Il n'y a pas, on n'a pas une date butoir. Mais les musées n'en mettent pas des dates butoirs pour la restauration. Ils vous disent pas pour tel tableau, vous avez 2 ans maximum, parce qu'après, il faut l'exposer. Oh, mais Paul, tu es certainement allé en Italie. Et Oui, quand tu vas de Pitti et que tu t'aperçois que sur la porte de la salle Rubens en restauration, tu y vas 2 ans plus tard, il y a toujours marqué en restauration. c'est Je vrai. veux dire, donc, les restaurateurs ont droit à beaucoup de temps. Euh, donc, ils ont peut-être une date butoir, mais c'est très approximatif, quoi. Hmm. C'est très fluctuant. C'est très fluctuant. La seconde question que j'avais par rapport à ce que tu disais sur la restauration, tu as parlé d'anciennes techniques et qu'il fallait restaurer, bien sûr, l'œuvre selon la technique où elle a été faite. Ça, tu travaillais avec les compagnons du devoir aussi. Il y a quelque chose qui est fait avec eux. Et est-ce que tu connais un peu les compagnons du devoir? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Non, je ne connais pas les compagnons du devoir parce que là, moi, j'étais chapeauté par un restaurateur qui était aussi intervenant à l'école des beaux-arts de D'accord. Valence. Donc, je l'ai suivi dans ses travaux, en fait. Voilà. Mhm. Alors, de temps en temps, on avait du travail à domicile, bien sûr, comme sur les tableaux religieux, ou sur des peintres drômois comme l'Hérault, qui avaient des toiles de grand format qui étaient roulées dans les grands musées, alors que pour la Drôme, c'était quelqu'un d'important. Donc, je trouvais intéressant enfin intéressant, c'est pas le mot, j'ai trouvé un nouvel intérêt, on va dire, dans la transmission du patrimoine. Pour moi, c'est quelque chose qui ne m'effleurait pas. Et en fait, on se dit que s'ils n'étaient pas là, la transmission du patrimoine ne pourrait pas se faire. Il faut entretenir les œuvres. Et donc, ça rend humble parce qu'on est au service d'eux. On n'est pas là pour se montrer. On est là au service d'eux. Donc, c'est quand même un état d'esprit qui est un peu particulier. On n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit. On n'est pas là pour créer. On est là pour transmettre. Et donc, ça a été une découverte pour moi. Ça a été une Écoute, découverte. en ce moment, on est sur le bicentenaire de Napoléon et beaucoup de collectionneurs de Napoléon et de gens qui travaillent autour de Napoléon, de l'idée de Napoléon, ont ce mot en disant que ce ne sont pas des collectionneurs, ce sont des passeurs d'histoire. C'est-à-dire qu'ils prennent des objets qui appartiennent à un tel pour les restaurer ou pour les maintenir et ils vont le transmettre aux autres générations. Est-ce que tu avais le sentiment, toi, dans la restauration, d'être aussi un passeur d'histoire? Et bien sûr, évidemment, bien sûr. Bien sûr, puisque si on ne restaure pas les œuvres, ben, elles se perdent. Mm. Donc, on avait tout de suite ce sentiment-là. Et d'ailleurs, au premier coup de pinceau sur un tableau du président Jouvet, là, Loubet, pardon, je me disais, mais je ne vais pas oser toucher le tableau, quoi. Alors donc, on m'a mis à l'aise pour me mettre, pour me décontracter. On m'a dit, ben, tu vas commencer par restaurer toutes les fissures de la chaise.
avant de passer au personnage. Donc, voilà. Et j'ai commencé parce que là, c'est une grande exigence parce qu'on ne s'accommode pas d'une couleur, il faut trouver exactement la couleur, et sachant que la couleur, elle est un peu passée avec le temps. Mm. Et tant qu'on n'est pas arrivé exactement au même résultat, on doit chercher. Alors que lorsqu'on peint pour soi, parfois on peut s'accommoder d'une nuance. Mm. Bon, on se rapproche de ce qu'on veut quand même, mais on peut s'accommoder d'une nuance et dire bon, finalement celle-là elle est bien aussi. Et quand on fait la restauration, il faut trouver exactement la même nuance. Avec cette différence, cette subtilité du vieillissement de la couleur. Et donc ça demande beaucoup d'exigences personnelles pour arriver au résultat. Ce qui fait qu'après, quand on peint pour soi, on est un peu plus exigeant, quoi. Mm. On dit, ben non, c'est pas tout à fait ce que je veux. Je Comment vous faites recommence. pour trouver les couleurs? Parce que la technique même de fabrication des couleurs était complètement différente à l'époque de maintenant. Donc peut-être les nuances aussi étaient peut-être différentes. Comment vous faites pour trouver exactement la bonne couleur? Alors ça, comme je suis resté qu'un an, j'avais pas le temps d'aborder la fabrication des couleurs. Mhm. Donc c'était le restaurateur qui gérait ça. Et il pouvait utiliser les couleurs plus modernes, hein, pour restaurer, hein. Il n'était pas D'accord. obligé de refabriquer à partir de. Ceci dit, bon, il y avait des peintures à l'œuf qu'il fallait faire, l'utilisation de la colle de peau pour restaurer, à tremper dans le bain-marie, etc. Là, il y avait pour certaines choses, il fallait respecter exactement les mêmes produits, avoir les mêmes produits et respecter les mêmes méthodes. Pour d'autres, on pouvait s'accommoder de produits plus modernes. Mais sinon, pour D'accord. la peinture à l'huile, la peinture à l'huile. Bon, voilà. C'est pas. Non, c'est vrai Mais qu'on... Comment? on fabriquait pas forcément la peinture à partir des pigments en poudre, D'accord. etc. On Oui, pouvait c'est l'idée utiliser des peut-être qu'on produits. a, c'est l'idée qu'on a, c'est-à-dire c'est vrai qu'on se dit peut-être la couleur étant moderne étant différente, ils réutilisent ça, mais je ne savais pas comment on faisait exactement. Lui, il faisait les deux, hein. Il fabriquait parfois les couleurs à partir de pigments, et parfois il utilisait des peintures à l'huile toutes prêtes. Une- Mais souvent, il fabriquait les couleurs quand même, D'accord. Non, à c'est partir noté. de pigments, hein. Et une fois que tu as fini ta carrière d'enseignant, que tu as voulu vraiment te lancer dans l'art, est-ce que tu as pensé à un moment donné retourner dans la restauration parce que tu avais un peu d'expérience quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as pensé retourner là ou pas du tout? Ça t'a jamais refait envie? Euh, j'ai eu ce sentiment que je pouvais retourner vers la restauration, donc d'où l'acquisition d'un vieux miroir qui avait les moulures cassées, qui est toujours là et les moulures sont toujours cassées, parce que finalement, je n'étais plus dans la même dynamique où il fallait déjà trouver les produits de remplacement. euh, il fallait quand même que je retrouve déjà les produits, parce qu'il y a certains produits qu'on ne trouve pas dans tous les commerces. Donc j'étais déconnecté de cette chaîne de, de magasins ou de fournisseurs de produits anciens comme ça. Donc après, je n'ai pas insisté. Et puis moi, je voulais faire, je voulais faire de la blague de presse déjà pour commencer, D'accord. faire de la peinture. Alors, je vais commencer par la blague de presse. Bon, comme ça, je vais dessiner d'abord. Je vais me remettre au dessin en passant par la blague de presse. Et donc, c'est ce que j'ai fait, quoi. Et la blague de presse, l'intéressant, c'est qu'on peut traiter de l'actualité en jouant sur deux tableaux, sur le dessin et sur le texte, sur le discours. Oui. Donc, la base, faire travailler les neurones sur les jeux de mots, tout en critiquant ou en participant à des problèmes d'actualité. Et je trouvais ça très complet, en fait, Mhm. pouvoir travailler sur les mots et travailler sur le graphisme. Et donc, ça s'est terminé où un éditeur a voulu que j'imprime un album, a voulu m'imprimer un album, mais je me suis laissé aller à la compromission. Je n'avais pas l'habitude d'avoir affaire à un éditeur, et donc je l'ai laissé me guider vers quelque chose qui n'était pas du tout dans mes buts premiers. C'est-à-dire, moi, c'était de faire une blague par jour Mhm. à partir de ce personnage, un intellectuel, enfin, on va dire un enseignant à la retraite,
donc c'était certainement un peu de moi, et quelqu'un qui n'a jamais quitté son village. Et donc, là, ils étaient réunis par un but commun, c'était l'alcool. Ben, pas par un but commun, mais par quelque chose en commun, c'était l'émancipation par l'alcool. Et bien sûr, les différences de niveau de culture faisaient qu'il y avait énormément de quiproquos. Mhm. Voilà. Par exemple, l'autre qui disait oui, mais qu'est-ce que c'est l'euthanasie? Parce qu'il y avait le problème de l'euthanasie. À un moment donné, il disait qu'est-ce que c'est l'euthanasie? Et l'autre disait ben, l'euthanasie, il ne faut pas confondre avec l'euthanasie. L'euthanasie, l'euthanasie, c'est on ne choisit pas, on ne choisit pas sa mort, c'est quelqu'un qui décide quand tu vas mourir, tandis que l'euthanasie, c'est toi qui décides quand tu vas mourir. Donc, voilà. Alors, chaque fois, il y avait un des personnages qui corrigeait comment dire, les croyances ou les idées reçues de l'autre personnage. Je sais pas ce que tu braques, mais ça fait un petit bruit sur le son. Je suis en train de reconnecter j'ai plus de batterie. D'accord. Non, je couperai juste un peu cette partie-là quand je parle. C'est vrai que ça fait un petit bruit sur le. Ça, attends. Ouais. Donc ça, ce dont tu parles, c'est la bande dessinée que tu avais sortie. Donc, il m'avait demandé de faire une histoire d'une page où j'avais regroupé 6 dessins sur la même thématique. Par exemple, si c'était sur la télévision, j'avais pris 6 dessins sur la télévision, j'avais groupé sur une page et j'avais fait des liens pour essayer de faire une histoire suivie, enfin, des images qui s'enchaînent. Mais c'était beaucoup trop chargé, puisque moi, c'est les deux personnages n'avaient pas d'action particulière, puisqu'ils étaient toujours au comptoir. Donc, le principe de la BD, c'est quand même de développer des dessins sans trop de texte. La nécessité du texte ne s'impose pas tout le temps dans une BD. Alors que moi, il y avait 2 bulles avec pas mal de texte et des jeux de mots, il fallait parfois réfléchir. Donc, ça a fait quelque chose d'un peu confus, en fait, à la sortie. Parce que ce n'était pas fait pour lire comme ça, aussi concentré. C'était pour une blague par jour à digérer. Donc, voilà. Normalement, je devais travailler avec le midi libre Mhm. et sortir une date par jour. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça a été détourné de son but premier et de fait, ça fonctionnait beaucoup moins bien. Et donc, je n'avais vendu que 400 albums. Donc, Bon, déjà, c'est bien. oui, 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 c'était bien. J'avais pas compris qu'on touchait 10% de 15 euros, que ça faisait 1,50 €. Et ça, c'était pas l'aspect premier de l'intérêt que j'avais pour faire cet album. C'était tout simplement lié à un désir de ma mère qui, avant de disparaître à la suite d'une maladie, m'avait dit, je regrette de partir sans que tu aies fait une bande dessinée parce que tu as toujours fait ça quand tu étais petit. Tu dessinais des petites bandes dessinées. Et c'est ce qui m'a motivé à le faire tout de suite. Voilà. Mais je me souviens d'une chose à l'époque, tu m'avais montré des planches pour une autre bande dessinée, mais où justement il y avait plus d'action, ça sortait un peu plus du bar. Et il y Voilà. avait. Où c'est que tu en es de ce projet-là? Je l'ai arrêté. Je ne l'ai pas fini en fait. J'ai fait 18 planches sur 45 Mhm. et puis, j'avais trop envie de peindre. Donc, je suis repassé à la peinture et je me suis dit, bon, je la finirai à un autre moment. Et tu comptes la finir? Tu as le projet de la terminer? Je n'en suis pas certain parce qu'il faut un certain temps pour se remettre dans le dessin. Ça fait beaucoup de dessins à faire. Mhm. Donc, il y a une certaine dextérité dans le dessin à reconquérir en fait. Même si ça ne s'oublie pas, quand même, faire des personnages sous différents angles, etc., etc. Travailler sur les plans, c'est comme le synopsis d'un film, quoi, hein. Oui, oui. Il faut choisir les espaces, la taille des images, les gros plans, alterner les plans d'ensemble. Et, et donc, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît quand on n'a pas réfléchi on n'a pas réfléchi au sujet. Donc, pour l'instant, j'avais envie de me libérer dans une gestuelle plus large parce que la peinture permet quand même de s'exprimer physiquement Oui. beaucoup plus amplement que le dessin, donc que le dessin d'une BD.
Donc voilà, donc je verrai plus tard. Peut-être que je la reprendrai. Mais quand je relis les premières planches, je m'aperçois que déjà, il y a des images qui ne sont plus d'actualité. C'est le problème, quoi. Ah oui, oui. Il y a des actualités qui sont bonnes à lire dans l'instant. Et puis, passé un certain moment, certaines actualités n'intéressent plus personne parce qu'elles sont un peu superficielles d'abord. Et puis parce que c'est plus dans l'intérêt du moment ni dans la curiosité du moment. Pourtant, on peut trouver une certaine Donc, il y a nostalgie des chez choses la à... lire d'anciennes actualités. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais il faudrait que je revoie dans le détail les planches. Là, je ne les ai plus à l'esprit, en fait. Je me Il souviens, tu faudrait parles que du je dessin. reprenne les planches. Tu parles du Oui, dessin, on que... reviendra sur tout à l'heure. Je me souviens que tu dessinais lorsque tu étais au restaurant chez nous, sur le sable, c'est ce qui m'avait fait penser au Festival de la BD. Tu avais participé à la première et deuxième session, je crois, la première en tant que dessinateur de BD, la seconde en tant que peintre. Tu gardes un bon souvenir de cette expérience ou, Oui, oui, bien sûr, j'ai gagné. J'en ai un bon souvenir. En même temps, dans l'instant, j'étais un peu ennuyé parce que je trouvais que c'était trop de reconnaissance pour moi, quoi. Je dis, je ne suis pas connu, ça fait trop de reconnaissance. N'importe qui aurait pu être à ma place, en fait. Pourquoi moi, quoi? Voilà. C'est un peu ça, quoi. Ça, je pense que ça vient aussi du fait que j'avais déjà eu une vie professionnelle précédemment. Et donc, qu'il fallait laisser peut-être la place aux autres qui ne faisaient que dessiner et qui n'arrivaient pas à être reconnus, quoi. Moi, j'avais déjà eu une vie d'enseignant, donc j'allais prendre un peu les feux de la rampe à des gens qui auraient plus mérité que moi. Voilà pourquoi je me sentais un peu gêné moi, je trouve dans le moment. que l'exposition qu'il y avait de tes tableaux, alors tu faisais, je ne sais pas si tu fais toujours, mais des tableaux par ordinateur. C'est du dessin graphique, en fait. Alors ça, Je je ne trouvais le que c'était fais beau. plus. Voilà, si tu peux nous parler de ça. Ouais. Pendant 3 ans, voilà. Et je trouvais une suite logique, hein, après la bande dessinée, de passer au dessin numérique. Parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas et je me demandais comment on pouvait trouver une place pour s'exprimer en utilisant un ordinateur. Mhm. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait la même possibilité d'évolution que l'ordinateur remplaçait, le crayon était remplacé par l'ordinateur, mais en fait, il y avait une possibilité d'évolution dans le dessin, d'évolution dans le choix des palettes de couleurs qu'on pouvait mémoriser et certaines couleurs même qu'on pouvait faire à partir du spectre des couleurs sur l'ordinateur, des couleurs qu'on pouvait mémoriser qui auraient été difficiles à refaire si on les avait trouvées un peu par hasard avec de la peinture traditionnelle. Et je Mhm. trouvais que c'était incroyable de pouvoir mémoriser une palette de couleurs comme ça, à vie, et se démarquer des autres par une palette singulière. Et d'ailleurs, dans les dessinateurs de tableaux numériques, certains se reconnaissent par leur palette de couleurs. Parce qu'on arrive à fabriquer des couleurs qu'il est difficile. Il y a une subtilité dans la recherche des palettes de couleurs sur ordinateur. Ça permet d'avoir une certaine subtilité, une certaine précision qu'il est difficile d'avoir quand on fait les mélanges de couleurs au Mhm. pinceau sur une palette. Donc ça m'avait surpris. Et après, je m'étais demandé justement donc comment je pouvais me trouver un espace alors que l'ordinateur faisait une partie du travail. Et en fait, on s'aperçoit que si on peut, en fonction du logiciel plus ou moins performant que on a un espace plus ou moins important. Et comme j'avais un logiciel très basique familial, j'étais obligé de beaucoup dessiner en fait à la souris et rien ne se faisait vraiment tout seul. Je n'avais Mhm. pas un logiciel qui permettait de faire une courbe ou un arc de cercle, par exemple. Il fallait que je le dessine par petits segments et qu'avec une gomme, j'écrète tous les petits angles après.
Donc, je mettais des heures et des heures pour fabriquer une courbe. Mais j'ai beaucoup aimé travailler le dessin numérique, justement, en me disant, eh bien, en fait, ça peut montrer à tout le monde, ou presque, un ordinateur à la maison, mais on peut dessiner avec un ordinateur. Il ne faut pas penser que ce n'est qu'un ordinateur que pour prendre des informations. On peut s'en servir aussi pour s'exprimer. Et donc, il y avait cet aspect de ma mission, c'était de montrer qu'on pouvait dessiner pour pas cher, quoi, hein, avec un logiciel très basique, hein, pas des logiciels qui coûtent des milliers d'euros. Donc, j'avais été assez satisfait de l'objectif atteint, sauf que je trouvais que ça prenait beaucoup de temps. Pour faire un tableau, il me fallait plus d'un mois. Et comme je ne cherchais pas à rentabiliser l'image après par des centaines de tirages, Mhm. pour moi, l'image était comme un tableau unique, en fait. Donc, je trouvais que ça prenait quand même énormément de temps pour faire un tableau. Oui, oui. Et donc, vu mon grand âge, puisque j'ai commencé à dessiner au tableau numérique à 57 ans, je dis, j'étais pas sûr d'avoir le temps d'évoluer autant que ça avec l'ordinateur. Alors que j'avais envie de dire des choses à la peinture. Donc, au bout de 3 ans, après avoir vécu à contre-temps, parce qu'à l'ordinateur, on peut travailler la nuit, Mhm. donc je trouve très intéressant de travailler la nuit parce qu'on est dérangé par personne et par très peu de contraintes, puisqu'on n'a pas de repas la nuit. Oui, oui. Donc, on peut travailler en continu. Et j'aimais bien ce travail en continu. Mais au bout de 3 ans, je me suis aperçu quand même que j'étais complètement décalé et que physiologiquement, c'était pas très bon pour moi. Oui, oui. C'est vrai. Donc, je suis revenu enfin, je suis pas revenu, je suis passé à la peinture traditionnelle. Voilà. Il y a beaucoup Mais d'artistes qui travaillent la nuit, qui trouvent l'inspiration même la nuit, au-delà du fait d'être dérangé, dont le cerveau est plus fonctionnel la nuit. Et... tout à fait. C'est-à-dire que on fait pratiquement abstraction du monde qui nous entoure déjà. Mhm. Mhm. Et donc, on est très peu pollué par l'extérieur. En fait. Voilà. C'était ça, cet aspect-là de, de, de non-pollution par les médias, les voisins, les Oui, bruits, qui permettait de se laisser aller l'esprit dans un autre monde. Voilà. Ça peut et être un peu comme c'était- une drogue. oui, comme une drogue. Et c'est ces tableaux-là donc, que tu avais affichés au festival. Et moi, je trouvais que ça donnait très très bien sur la plage. C'était vraiment. Ces tableaux-là étaient Voilà. vraiment très très beaux, hein. Ils étaient grands en plus. Ça faisait vraiment un tableau artistique. Enfin, tu vois, ça faisait pas comme des fois tu vois vraiment juste image ordinateur reproductible. Enfin, ça faisait vraiment personnalisé, quoi. Le plus, le compliment le plus important que j'ai reçu, Mhm. c'est celui d'un graphiste qui m'avait demandé comment tu as fait. Je trouvais que ça, c'était extraordinaire, parce que moi, je ne suis pas du tout graphiste. Seulement, eux, comme j'utilisais InDesign, Photoshop, Mhm. etc., ils ont des effets tout près que moi, je n'ai pas. Et pour dessiner, c'est pareil. Ils avaient des facilités de réalisation de dessin ou de reproduction de dessin à partir de la photo sur laquelle on travaille, Mhm. qui faisait qu'ils étaient très, très proches de la photo. On avait dit qu'ils avaient repassé sur les contours de la photo. Alors que moi, j'étais obligé de dessiner. Et donc, ça donne un résultat tout à fait différent. Oui, oui. Et donc, je restais dans le dessin. Sauf qu'eux, ils pouvaient produire ça en quelques heures, et que moi, il me fallait 5 semaines. Mais je trouvais que c'était un bon trait d'union entre la BD et la peinture, parce que ça faisait une chose intermédiaire où l'outil performant était là pour pallier à quelques petites défaillances personnelles, Mhm. mais ne faisait pas tout. Et ces dessins, je trouve qu'ils ont gardé une certaine force, entre guillemets, hein, en toute modestie, puisque je les décline en ce moment en produits dérivés J'ai vu ça, et oui. que, et que ça plaît. Ce n'était pas l'objectif premier que cela plaise, mais je suis surpris que ces dessins qui datent déjà d'une dizaine d'années Mhm. restent d'actualité euh, parce qu'ils ont été traités d'une certaine façon. Et avec un pixel numérique,
c'est-à-dire qui permettait, au lieu de dégrader les couleurs comme on peut le faire avec certains logiciels, là, il fallait faire des zones de couleurs. Et donc, ça permettait de faire un certain filtre par rapport au modèle initial qui nous permettait d'aller un peu plus loin dans l'érotisme, sans atteindre l'érotisme. Ça mettait un petit filtre qui permettait de faire quelque chose de sexy qui n'était pas le facteur premier de la réalisation. Mais ça mettait une petite pointe de sexy qui excitait les sens sans polluer, j'emploie souvent ce mot, sans polluer le dessin qui se voulait esthétique. Mhm. Alors, on peut le prendre de façon péjorative, le mot esthétique, mais, mais l'esthétique, pour moi, c'était important de faire quelque chose qui correspondait à ma définition de l'esthétique. C'est-à-dire que je n'étais pas là pour, pour décrier les injustices du monde ou les malheurs du monde. J'étais là simplement pour apaiser, rassembler les gens autour d'une image, créer une émotion. Je ne sentais pas une mission de dénoncer. Voilà. Alors après, on peut dire que c'est un rôle qui n'est pas très important, mais bon, à chacun sa mission. Oui, oui. Moi, ma mission, c'était d'apaiser, de rassembler, de partager. Voilà. Et donc, il fallait donc les images, bien sûr, ce n'était pas la femme idéale. Mon thème principal était la femme, puisque le modèle vivant était ma matière préférée, ma discipline préférée aux Beaux-Arts. Et travailler sur les courbes de la femme, j'avais trouvé ça intéressant et infini, en fait. Mhm. Alors que j'étais pas du tout euh, persuadé de la chose avant d'entrer aux Beaux-Arts. J'ai découvert ça, en fait, que ça m'intéressait de travailler sur la femme et le corps de la femme, et au-delà du corps et au-delà de l'image, sur la place de la femme dans nos sociétés. Parce que c'est pas simplement la femme en tant que image et icône, quoi. C'était personne. C'était sa place aussi, parce que on continue, ça reste toujours de l'actualité. Oui, On oui. a beau être évolué, il y a toujours des injustices de salaire entre la femme et l'homme. Il y a encore plein de problèmes. On n'a toujours pas résolu le problème pour comment protéger les femmes battues. Et ça, je trouve toujours intéressant de continuer à mettre en avant le sujet de la femme dans la société, la place de la femme dans la société, qui a pourtant une place prépondérante, puisque très souvent, c'est elle qui gérait à la fois la gestion du budget du ménage, même si c'est pas elle qui gagnait l'argent, et Mhm. l'éducation des enfants Oui. et la scolarité des enfants. Donc, je trouve qu'elle méritait qu'on la mette en avant. Mais l'art, c'est ça aussi. C'est peut-être pas donner des leçons au monde, mais faire réfléchir le monde aussi. Je vais pas dire que c'est le but de l'art, mais c'est l'une des missions, en tout cas, que se donne l'art. Oui, si, si, moi je suis d'accord avec ça. C'est une des missions de l'art quand même, de faire réfléchir sur son quotidien. euh, et c'est quand même une des missions de l'art. Ouais. Par contre, moi je ne cherche pas à dramatiser, quoi. Voilà. Mhm. On peut dénoncer sans dramatiser. Oui, oui. Parce que là, par exemple, pour le Covid-19, par exemple, bon, ben, on a des médias qui ont énormément, enfin pas des médias, des gouvernements qui ont énormément dramatisé, ben, parce que il faut comprendre aussi que on est tellement envahi d'images au quotidien que pour prendre au sérieux l'information, il fallait disproportionner un peu le drame quand Mhm. même. Sinon, les personnes auraient mis le masque. Hein. Pour porter les masques, il fallait bien montrer un peu tout ce qui se passait à travers le monde et dramatiser un petit peu. Quoi. Donc, Justement, en parlant du Covid, c'est vrai que la culture un peu partout dans le monde a pris quelques coups. Comment penses-tu que les gens vont réagir à la réouverture des musées? Alors en Suisse, ça commence un peu à être, et puis je crois que c'est mi-mai en France.
à la réouverture des musées, des salles de cinéma, des salles de concert, du théâtre, est-ce que tu penses que les gens vont beaucoup plus aller vers la culture ou est-ce que avec la pandémie de Covid où les gens se sont retrouvés avec une culture presque à la maison avec la VOD par exemple pour les films ou des spectacles sur Internet ou certains musées comme le Louvre ou le musée d'art contemporain à New York qui ont mis beaucoup d'expositions en ligne ou est-ce que tu penses que les gens vont rester sur ce monde numérique ou au contraire vont beaucoup plus sortir qu'à l'habitude? Alors, je ne suis pas très optimiste sur la question parce qu'on a eu tellement de, de conditionnement de la part de notre gouvernement sur les dangers à sortir et à communiquer avec les autres, à fréquenter le voisin. Mhm. Je- Personnellement, je peux me tromper, mais je pense que ceux qui allaient déjà dans les musées ont hâte d'y retourner, ceux qui allaient dans les théâtres ou le cinéma ont hâte d'y retourner, mais ceux qui n'y allaient pas, je ne suis pas sûr qu'ils soient enclins à y aller un peu plus, parce D'accord. que sont restés dans cette dangerosité de l'autre. Et je pense il va falloir qu'il s'écoule un certain temps pour que ce phénomène passe. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu voulais rapprocher les gens avec l'art. Est-ce que l'art aussi n'a pas cette fonction de rapprocher les gens? C'est-à-dire, C'est est-ce ce qu'au qui m'a... final, au final, on a... Alors, bon, moi, je suis scientifique, alors la dangerosité du virus, on l'a vu en partie. Et on sait qu'une fois qu'on sera vacciné, il y aura quasiment plus de danger. Il faut être clair. Donc, d'ici juillet, août, je pense qu'il n'y aura plus de danger. Donc les gens vont pouvoir se rapprocher à nouveau. Et tu parlais tout à l'heure de rapprochement des gens par l'art et que toi, c'est pour ça aussi que tu faisais de l'art. Et ma question, elle est-ce que après ce qu'on a vécu là, de Covid, est-ce que les artistes vont pas s'employer justement à essayer de rapprocher un peu plus les gens? C'est-à-dire de prendre l'opposé du gouvernement et d'essayer vraiment de les rapprocher en inventant par exemple d'autres styles de spectacles, des spectacles un peu plus de rue ou je sais pas, des expositions itinérantes ou ce genre de choses. Là, je t'avouerai que je n'ai pas vraiment réfléchi à cet aspect de la question parce que je suis tellement déçu par la priorité que l'on donne à la rentabilité des spectacles Mhm. que c'est une question que je ne me suis jamais posée sous cet angle, en fait. Parce que il faut encore que les organisateurs de spectacles soient soutenus, ceux qui Oui, veulent rassembler. Or, quand c'est pas commercial, les soutiens, ils sont difficiles à obtenir, quoi. Tout doit être rentable, quoi, aujourd'hui, ou presque, quoi. Même les médiathèques, si tu payes pas, tu rentres pas. C'est difficile d'accéder aux médiathèques. Tu peux consulter sur place, normalement. Mais bon, les gens, ils n'osent pas y aller, de fait, et qu'ils savent qu'il faut une carte qui est payante. Ils ne savent pas qu'ils peuvent aller lire le journal gratuitement, sans avoir de carte. Mais beaucoup de choses, beaucoup de spectacles, théâtre, euh, tout est, doit avoir une rentabilité. Donc, je ne me suis pas posé la question de savoir si les auteurs allaient essayer de rassembler plus les gens. Il y en a certains le feront peut-être, certains y pensent déjà, certains probablement. Mais moi, ce qui m'intéressait là, c'est beaucoup plus égoïste. Hein. Moi, en priorité, c'était enfin, je veux pouvoir partager plus avec tout le monde. Voilà. C'est le moi enfant qui ressort. Hein. On ne va pas mhm. faire de l'analyse fonctionnelle à la Eric Berne, mais sur le moi parent, moi enfant et moi adulte, moi, c'est le moi enfant qui ressort. Hein. Je dis, enfin, je vais pouvoir partager plus mes, mes images avec plus de monde. Voilà. Et au-delà de ça, bien sûr, le monde se rassemble autour de quelque chose. Mais il y a un intérêt personnel. Hein. Il n'est pas forcément pécunier, par contre. Mais il y a un intérêt personnel qui vient, là, comme dans les crises de l'enfant qui veut son bonbon tout de suite. Mais c'est vrai qu'au-delà, on sait qu'on rassemble des gens autour de quelque chose. Oui. Et que c'est c'est plus ou moins inconscient. Ça joue, ça joue. Sinon, on aurait fait autre chose, je pense. C'est sûr. En parlant de partager des images, est-ce que tu as des expositions qui sont déjà prévues? Est-ce que tu commences à réfléchir là-dessus? Sur l'après, c'est-à-dire une fois qu'on sera sorti de la crise sanitaire, est-ce que tu as déjà
Des gens qui t'ont contacté pour les expositions? Des galeries d'art, des... Alors, le problème de la galerie d'art, c'est que souvent, il faut avoir une connexion intermédiaire avec la galerie. Il faut avoir quelqu'un qui nous présente pour faire court, Mhm. pour caricaturer. C'est pas toujours évident de proposer son travail directement à une galerie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des vraies galeries d'art et puis il y a des galeries d'art qui sont en fait des marchands d'art. C'est-à-dire Ouais. qu'on m'a demandé, par exemple, de ne pas faire de trop grands formats, que mes formats étaient trop grands, qu'il fallait ne pas mettre de cadre au tableau, parce que ça fait un coût supplémentaire. Mhm. Des choses complètement hallucinantes. Et pourtant, dans des grandes villes, avec des galeries qui ont pignon sur rue. Bon, heureusement, ce n'est pas le cas général, hein, mais il n'y a pas cette. Alors, pourquoi, je reviens à ta question, Mhm. est-ce que j'ai cherché à entrer en galerie? Alors, il y a une galerie, la galerie Signature, par exemple, de Cannes, pour ne pas la nommer, qui m'a contacté. Je n'ai encore pas répondu parce que euh, dans les galeries, je ne suis pas toujours certain que du travail de promotion que fait la galerie pour l'artiste. Si c'est juste pour vendre le tableau, ou c'est aussi pour le faire connaître aussi. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Alors, je ne sais pas si c'est mon âge avancé qui me fait faire ça, mais j'aimerais quand même avoir une certaine reconnaissance euh, plus large au niveau géographique. Voilà. Ouais, ouais. Donc, les galeries qui font leur travail, je suis d'accord pour c'est-à-dire leur travail, c'est-à-dire promotion de l'artiste en Mhm. même temps que rentabilisation de leur travail, bien sûr. Mais ils font la promotion de l'artiste en même temps. Ils font connaître l'artiste. Et là, je suis d'accord évidemment, pour qu'ils prennent 50%, puisqu'on n'a pas le choix, on est obligé d'être d'accord de toute façon, qu'ils prennent 50% de la vente. Ils peuvent même prendre plus s'ils veulent. À partir du moment où j'estime que moi, ce qu'ils me donnent, ça me satisfait. C'est pas un problème, le pourcentage. Mais il y a un minimum. Eux, en contrepartie, ils déplacent les œuvres dans différentes foires d'art contemporain. Ils vous payent des frais pour assister à des vernissages. Donc, ils font une marge que certains peuvent considérer comme importante, mais ils ont des frais. Ouais, Et ouais. il faut qu'ils versent un salaire et ils ont des frais. Et puis, ils ont des frais pour acquérir certaines œuvres, parce qu'ils achètent aussi des œuvres. Et ils font vivre des artistes. Donc, donc ça, c'est un système que je conçois très facilement, d'autant que même les grands maîtres sont toujours passés par des marchands d'art, des galeries. Ils n'ont pas, la plupart ont été, ont été présentés et développés au niveau de la communication par les galeries d'art. Donc, passer par une galerie, c'est important. Mais après, passer par une galerie qui ne fait que vendre le tableau, moi, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Voilà. Je sais pas. Donc, comme j'estime ne pas avoir le niveau pour aller, et puis je me suis confronté à ça. Hein. J'ai eu des, des refus très gentils, hein, très polis, hein, en me disant, vous faites un bon travail, mais ça là, ne correspond pas à notre clientèle. Bon, il ne faut pas oublier l'aspect aussi commercial, bien sûr. Donc, après, ben, je n'ai pas insisté, en fait, parce que mon but, moi, c'était quand même de produire aussi. Il faut que je passe pas mon temps à chercher, parce que ça prend du temps. Donc, je ne veux Ouais, pas ouais. passer mon temps à chercher des lieux d'exposition, mais je préfère passer ce temps à dessiner et à peindre. Donc, voilà. Comment tu vois Et je, d'ailleurs l'évolution de la promotion des artistes par Internet? Il y a de plus en plus qui sont sur des réseaux sociaux type Instagram et qui font eux-mêmes leur propre promotion. Et ça fonctionne plus ou moins pour certains, pas pour tous, mais pour certains. Comment tu vois cette évolution-là, toi? alors, je vois ça un peu à double tranchant, en fait. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que l'artiste n'est pas obligé de passer par des intermédiaires pour se faire connaître. Mhm. D'un autre côté, euh, est-ce que si l'artiste vit de son art, est-ce qu'il ne va pas être obligé d'aller vers ce que les gens aiment dans le moment?
est-ce qu'il ne va pas être obligé de se compromettre un petit peu pour pouvoir vivre de son art? Parce qu'il n'y a pas le contact direct avec l'œuvre. C'est sur Internet. Donc, ce sont des images de tableaux. Ce ne Mhm. sont pas les tableaux. Et là, donc, on est dans la concurrence des images. Et à ce moment-là, ça se mêle un peu après avec le monde de la décoration. On a des images décoratives, euh, de la publicité, de la bande dessinée. Mais la peinture, il y a aussi cet aspect sensoriel de la matière qui n'y est plus. Et ça me gêne un peu, parce qu'on revient à l'image là. Hein, je peux penser un peu, ceci n'est pas une pipe. Hein. Ceci n'est pas une peinture, c'est une image de peinture. Et, et donc, je trouve que là on perd quelque chose, quoi. Dans la, dans la présentation du travail, on perd quelque chose, c'est-à-dire l'influence de la matière sur les sens. Voilà. Parce qu'il y a J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai que c'est très bien de faire la distinction entre l'image et le tableau. C'est vrai que j'avais jamais pensé à cette distinction, mais c'est brillamment, ouais, c'est brillamment réfléchi. ce qui m'a fait réfléchir à ça, c'est tout simplement parce que j'ai fait les deux. C'est-à-dire que l'image numérique, je peux la présenter en tant qu'image parce que c'est une image numérique. Donc, ce n'est qu'une image. Donc, on ne perd pas grand-chose par rapport au fait de voir l'image chez moi. On la Mhm. voit sur un écran, c'est une image. Alors que la peinture, il y a une matière. Donc, c'est la différence. C'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, pourquoi ça ne me dérange pas de mettre des images numériques sur Internet alors que ça me gêne de mettre une peinture? euh, je ne me vois pas vendre des peintures sur Internet sans que les gens aient vu mes peintures. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Les clients qui m'ont acheté des peintures sur Internet avaient vu mes expositions avant. D'accord. Je n'ai pas vendu de. Je ne suis pas assez connu pour ça. Il y en a qui vendent leur nom. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas Oui, oui. besoin de voir forcément l'exposition. Mais tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, euh, il n'y a pas eu de client qui a acheté des peintures sans les voir, en vrai, sans les voir sur place. Après, quand tu dis vendre leur nom, ça s'appelle presque plus de l'investissement que de l'amour de l'art et de vouloir vraiment avoir l'œuvre chez soi. Ah, mais là, après, oui, mais ça on ne peut pas y échapper, quoi. Hein, je veux dire, c'est maintenant, on vend le nom de l'artiste, quoi. Mais ça, il y a longtemps que ça se fait quand même, hein, Oui. vendre le nom de l'artiste. Sauf que maintenant, on a des outils qui permettent de vendre à un beaucoup plus grand nombre, mais sinon, le principe, il existe déjà depuis longtemps. Hein. Vendre le nom ben, plutôt que enfin, commercialiser le nom. Voilà, je cherchais le mot. On commercialise le nom. La commercialisation du nom, ça a toujours existé, je suis d'accord. Par contre, l'investissement tel qu'il est fait aujourd'hui n'a que 20 ou 30 ans, pas plus. C'est-à-dire vraiment l'achat d'œuvres pour les revendre 2, 3 ans plus cher à 2 fois ou 3 fois le prix qu'on a payé, c'est pas si ancien que ça. À l'époque, il y avait aussi les mécènes qui finançaient. Il y avait, je pense, plus un amour de la peinture que ce qu'il y a maintenant, parce que maintenant, il y a beaucoup de mises aux enchères de tableaux et ça part à des prix, on parle de millions et que la plupart des gens ne peuvent pas se payer. Donc, il y a quand même un investissement vraiment pour rentabilité comme on investit dans une action. C'est certain. D'ailleurs, ce principe de spéculation sur l'art fait que maintenant, tous les tableaux de maître étant à des, à des sommes colossales, atteignent des sommes colossales, fait qu'il y a très peu comment dire, de mouvements d'achat et de vente, puisque très peu peuvent s'offrir des maîtres. Donc, on est obligé de trouver un autre système pour faire de l'argent avec de l'art et donc d'inventer de nouveaux artistes. Et Mhm. donc, on va spéculer sur sur des gens pour créer un nouveau marché. Et c'est je trouve que ça pollue l'art. Avant, la plupart des artistes, c'était post-mortem. Ouais, On ouais. voyait ce qui
on voyait ce qui restait de l'œuvre d'un artiste après sa mort. Si ça continue à faire de l'effet ou à appeler au niveau des sens, on se dit, ah, c'était vraiment une œuvre d'art, donc c'est vraiment un artiste. Mais il fallait laisser s'écouler un certain temps pour voir la pérennité de la chose, de l'œuvre. Aujourd'hui, il faut que ce soit dans l'instant. Mm. Donc, on est dans l'instant. Et donc, qu'est-ce qui va différencier un artiste de l'autre? C'est à se demander, alors je ne veux pas dramatiser, mais c'est à se demander si ce n'est pas la production. Qu'est-ce D'accord. qui va différencier de l'autre? Ce n'est pas sa production. Parce que déjà, chez les maîtres, déjà, ça existait déjà, le fait qu'un artiste peut être un peu plus connu à cause de sa production. Mhm. Euh, je ne suis pas une critique d'art, je ne suis pas un professeur d'histoire de l'art, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais je la dis quand même. Mais quand on pense, par exemple, au cubisme, tout le monde va dire Picasso, mais personne ne va parler de Georges Braque. Mais bien sûr, mais Picasso, il a peint 8000 toiles, je veux dire, donc, et dans différents styles en plus. Euh, donc, l'histoire de la production, enfin, le paramètre de la production joue pour distinguer un artiste d'un autre. Quelqu'un qui produit beaucoup risque de prendre le devant de la scène et d'empêcher d'autres d'être connus. Parce qu'il y a cet aspect de commercialisation de l'art qui rentre en jeu. Sachant qu'en plus, avec Internet, maintenant, on peut vendre au monde entier. Donc, je pense que je ne réalise même pas les sommes qui peuvent se faire sur l'art aujourd'hui avec Internet. En parlant de la vente sur Internet, est-ce que tu aurais tendance à penser que la peinture, on va parler que de la peinture, devient plus élitiste ou plus culturelle, plus populaire? Est-ce que les prix, comme on dit, s'envolent? Est-ce que les gens peuvent vraiment accéder? Voilà, je me posais la question. Est-ce que pour toi, c'est plus un art d'élite pour celui qui peut posséder l'œuvre qu'un art qui devient beaucoup plus populaire avec une certaine démocratisation de l'image du tableau sur Internet? Mais je crois qu'il y a les deux qui restent bien vivants, hein. C'est-à-dire il y a toujours un certain nombre de peintres qui produiront des œuvres pour un tout petit nombre, parce que ça va atteindre des sommes colossales. Et à côté de ça, il y aura quand même des artistes connus qui vont faire du grand nombre en répondant à certaines attentes de la société et à des prix raisonnables, parce qu'il y aura du grand nombre. Donc, est-ce que là, on va rejoindre l'esprit pop art, c'est-à-dire que l'importance de l'œuvre ne se fait pas par son unicité. Donc maintenant, ça c'est passé dans les mœurs, et donc on est prêt bon, je ne vais pas citer les vendeurs d'images de reproduction, mais il y a des chaînes de reproduction d'œuvres, de photos ou d'œuvres d'art qui maintenant vendent assez cher des reproductions en disant on n'en fait que 500. Et dans Oui. l'esprit des gens, à partir du moment où il y a un nombre fini, on se dit oh ben alors c'est un prix raisonnable. Mais parce qu'on raisonne en termes de quantité et, et de commerce. Donc on se met à la hauteur des gens en leur proposant des œuvres moins chères, mais elles sont éditées à plusieurs centaines. Donc je pense qu'il y a les deux qui continuent à se faire et que le, la question que je me posais, c'était en fait, est-ce que l'art n'est pas en train, justement, à partir de la multiplicité des reproductions, est-ce que l'art n'est pas en train de dériver vers la décoration? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller plus vers la décoration que vers le but premier qui était d'interpeller, de faire réfléchir? Est-ce qu'on n'est pas en train de dériver vers la décoration et juste dans le faire plaisir, faire beau, enfin, beau entre guillemets, avec la définition que chacun se fait de la beauté, hein. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de dériver vers ça? À quel moment on est dans la décoration, à quel moment on reste dans l'art, on n'est pas dans la décoration?
l'art peut être décoratif, on est d'accord. Mm. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de dériver vers ça, ou dériver vers la publicité? Pourquoi pas, hein, vers le style de la publicité. Mais La question que je... je pense qu'il y a une dérive quand on voit par exemple que dans des chaînes comme Ikea ou comme Conforama, tu peux acheter des tableaux qui sont faits à des milliers d'exemplaires, où il y a un peintre qui a fait derrière, mais qui sont reproduits très largement, où ce n'est que de la décoration. Et au final, on va prendre, tiens, parce que celui-là est un peu plus bleu et que la chambre sera plus en bleu, celui-là parce qu'il est un peu plus rouge et que les toilettes sont un peu plus rouges. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'il y a cette idée-là aussi. On va prendre pour décorer telle ou telle pièce, hein, sans penser au tableau lui-même, alors qu'il y a un artiste derrière qui a fait déjà la pièce qui va donner la reproduction. Mais... Ah ben, dans ce cas-là, ça veut dire on donne la priorité on donne la priorité à l'esthétique. Oui. Qu'on se fait l'idée qu'on se fait de l'esthétique, et on ne va pas réfléchir sur l'esthétique elle-même. On va réfléchir, on va simplement se laisser influencer par l'effet esthétique. Mm. Mais on ne se posera pas la question de qu'est-ce que l'esthétique. On ne se posera pas la question de l'esthétique. Juste Tu, sur l'effet esthétique. tu parlais de numéros d'œuvres, des œuvres numérotées. Alors ça existe dans la BD quand il y a les ex-libris. Mais il y a quelque chose qui est en train de venir en ce moment et qui est pour moi assez étrange, mais ça fait 3 4 ans, non, depuis 2000, moi les premiers c'est 2014-2015, donc ça fait 6 7 ans. Même les films, tu sais, à l'époque on les reproduisait en VHS, maintenant il y a le DVD, il y a le Blu-ray, etc. Il y a un certain nombre de copies de films qui sont numérotées. Par exemple, tu Ah, prends oui. un éditeur, c'est un éditeur indépendant qui s'appelle Coin de Mire. Coin de Mire, quand il sort ses Blu-ray, ça va être à 150, 200, 300 exemplaires. Le chat qui fume, ça va être pareil. Et les coffrets sont numérotés. Et la Gaumont s'est mis à le faire. Moi, j'ai par exemple un coffret là derrière de la Gaumont où il y en a que 1000 et il y a un numéro derrière. Et en fait, je trouve que sur Internet, les gens aussi commencent à investir sur ces numéros. Il n'y en a que tant. Et lorsque la série est finie, ils le vendent 2 à 3 fois le prix. Alors qu'on parle de DVD ou de Blu-ray, hein, de reproduction de films. Hmm. Mais là, on est simplement dans le commerce. Là, on fait du commerce. Oui. Là, on n'est plus du tout dans l'art. On est dans le commerce. Oui, alors, Une oh, œuvre originale, elle reste une œuvre d'art. oui. Mais les produits dérivés, ce ne sont pas des œuvres d'art. Alors ça, c'est intéressant de faire la différence, oui. Alors là, on parle d'œuvres. Alors, c'est pas forcément des produits dérivés, parce que le film sur DVD ou Blu-ray, c'est pas forcément un produit. Les dérivés, les éditeurs indépendants vont t'expliquer que, par exemple, tel film a disparu, que l'on rescanné, l'ont mis en 3K, 4K, et que donc, en fait, l'œuvre qu'ils proposent est assez unique dans le sens où, bon, ils savent que c'est vraiment des gens passionnés de cinéma qui vont voir ces films que tout le monde a oubliés. Par exemple, un des derniers qui est sorti dans le chat qui fume, c'est Possession avec Isabelle Adjani, qui est un film d'horreur, qui est le seul film d'horreur qu'elle a tourné. C'est un film franco-italien des années fin 70, début 80, que tout le monde a oublié. Enfin, je veux dire, ce film, tu verras jamais à la télé ou quoi. Et le gars va te dire qu'il l'a fait pour des passionnés, que il le tire qu'à 1000 exemplaires parce que de toute façon, il ne la vendra pas plus. Qu'il y a les scanners où il a remis le film en 4K. Donc, tu sais, 4K, c'est 4000 pixels sur 4000 pixels. Et donc, c'est l'œuvre originale qui est reproduite en remasterisé avec des numéros, mais ce qui me gêne, c'est pas que l'éditeur fasse ça, parce que je trouve qu'il faut rééditer ces films. Et c'est la question que j'avais, c'est que tu as des gens qui investissent sur ces films pour pouvoir les revendre une fois que tout le stock sera écoulé beaucoup plus cher. Est-ce que tu trouves ça logique de faire ça ou, je ne vais pas dire moral, mais on se disait un film. Alors, je ne vais même pas réfléchir pour te répondre. À partir du moment où on me dit je vais faire une série limitée de ça, ça veut dire qu'il y a l'exclusion pour les autres. C'est vrai. Alors, le problème de moi qui suis dans une quête de langage universel, par exemple, bon, alors je sais que je ne déroge pas à la règle. Je fais qu'un tableau et tout le monde n'accédera pas au tableau, ne serait-ce que par le prix du même du tableau, des fois.
Mais là, quand on a la possibilité de faire des reproductions et qu'on les fait en nombre limité et qu'il y a une spéculation derrière, il va y avoir automatiquement une exclusion. Alors, on se donne comme mission de pérenniser une œuvre et en même temps, on fait un truc élitiste. Ça va être réservé à un tout petit nombre. Et donc, ça, c'est un aspect qui me gêne un peu. Voilà. Parce que l'exclusion des autres, c'est quand même un problème, quoi. Si on cherche à rassembler ou à partager, à partir du moment où on exclut, ça me gêne un peu. Bon, voilà. Mais bon, j'ai pas eu une réflexion profonde là-dessus. C'est simplement un ressenti. Hein. Mais ça, je te dis, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, au niveau de la peinture, est-ce que tu connais plus? Si tu pensais que l'art devenait élitiste ou bien populaire, et puis tu avais répondu à cette question-là sur les tableaux. Mais je trouvais étonnant, en fait, que ça arrive même au monde du cinéma. Même au monde du cinéma, on arrive à la quantité limitée. Oui, ça c'est surprenant. Je ne savais pas que ça existait. Je ne connaissais pas l'existence de cela. Mais ceci étant dit, je relativise un peu ce que je dis quand même, parce que ceux qui ne peuvent pas accéder à l'œuvre originale et qui ont une reproduction et que la reproduction leur apporte un bien-être, une émotion, c'est bien, c'est bien. Quoi. Tout le Mm. monde ne peut pas se payer l'œuvre originale. Donc c'est bien aussi. Hein. Oui, oui, tout le monde ne peut pas se payer l'œuvre originale. C'est vrai. Bon, pour un film, on peut difficilement se payer la bobine, ceci dit. C'est en ce sens aussi que je trouve que le cinéma, qui doit être l'art populaire par excellence avec la bande dessinée, qui sont les deux arts les plus populaires par excellence, comme tu dis, un tableau, il est en production unique, donc c'est difficile, mais le cinéma et la bande dessinée, tout le monde devrait avoir accès, tu vois, au cinéma et à la bande dessinée. Le fait qu'on commence à avoir des éditeurs, après, je comprends la logique marchande parce que l'éditeur se dit, un film des années 70, par exemple, qui sait qui va vouloir le regarder? Un film, tiens, par exemple, là, je suis en train de travailler là, pour la chaîne sur ces films-là, qui sont les films de Canet, tu vois, euh, Mhm. de Delannoy, etc., qui sont des films des années 30-40. Qui veut voir encore ce genre de cinéma? Je ne sais pas. Donc, ce genre de choses est fait en édition limitée parce que les gens se disent, mais de toute façon, on n'en vendra pas plus. Mais je trouve, voilà, que ça coupe aux gens l'envie aussi d'accéder à ce genre de film. Je trouve ça dommage. Alors, les éditions limitées, euh, on n'est pas obligé de faire une édition limitée. On est obligé de faire une édition limitée, ne serait-ce que pour l'aspect financier de la chose, parce que c'est certain que certains films, comme ceux que tu me montres de Canet, ne vont pas intéresser tout le grand public et ça va pas forcément faire beaucoup de ventes. Parce qu'on est toujours influencé par l'actualité, par par les films d'aujourd'hui. Donc, qui a envie de revoir des films où on s'aperçoit qu'il y a des décors artificiels quand tu vois, par exemple, les films d'Evanoué, où tu vois qu'il y a trois brins de paille sur un parquet hyper propre, avec trois ombres autour de l'acteur principal. Bon, mais l'œil du spectateur d'aujourd'hui ne supporte pas forcément ce genre de transgression. Quoi. Là, il cherche un. C'est pas un vrai décor, on est en train de nous rouler dans la farine. Quoi. Je veux pas me faire. Donc, ça ne passe plus. Il y a certains effets qui ne passent plus. Les techniques, je parle, les effets Oui, techniques. oui. Et ceux qui conduisent en voiture avec un film qui passe derrière, bon, nous, ça fait partie, il faut arriver à se remettre dans l'époque et dans les techniques de l'époque et accepter ces techniques et voir ça comme une œuvre. Quoi. Mm. À ce moment-là, ça ne nous gêne pas de savoir que c'est un trucage, la voiture qui reste sur place. Quoi. Mais, mais pour le spectateur lambda qui est habitué à voir les décors naturels, moi, c'est certain que c'est plus difficile pour lui de regarder ça avec la même émotion. Ouais, c'est C'est sûr. certain. Donc, je comprends que ceux qui rééditent des films ne vont pas rééditer des films à l'infini. Maintenant, on pourrait très bien dire que on commence par sortir tant de films, mais on ne donne pas la limite du nombre de films qui vont sortir.
On peut très bien sortir un certain nombre de films sans avertir à l'avance la limite du nombre de films. Par contre, c'est vrai que l'objet lui-même va devenir important par son aspect limité. Il va prendre de l'importance financière. Oui, c'est ça. Tout ce qui est rare est cher. Donc, il va y avoir une curiosité supplémentaire et un désir supplémentaire d'acquisition parce qu'on sait que c'est un nombre limité. Et donc là, le désir de posséder et que les autres n'auront pas, ça existe dans la nature humaine. Quoi, je veux dire. Moi, je fais partie des privilégiés qui l'ont. Donc, il y a, dans le commerce, il y a aussi cet aspect d'acquérir des clients en jouant sur cet aspect de la nature humaine qui est il n'y a que moi qui l'ai, on est très peu de monde à posséder cet article, ce film, cette image, cet album, même les BD qui peuvent être tirés à 10 000 exemplaires ou des voitures qui sont tirées à 5 000 exemplaires, mais le fait de savoir qu'il n'y en aura pas d'autres, il y a des gens qui vont acheter le produit parce qu'ils vont être les seuls, les rares à le posséder. Oui, comme tu dis, C'est c'est la nature humaine, je suis d'accord. C'est vrai, c'est la nature humaine, je suis d'accord. ça devient un argument de vente. Oui, tout à fait. Ça Tout devient à fait. On va Et revenir. en même temps, on peut quand même louer le fait qu'on réédite des films qui Oui. ne sont pas connus, qui sont rares. Quoi. Et ça ne doit pas. Je ne condamne pas ça. Tant mieux. Il faut quand même qu'il y ait cette transmission, justement, comme on parlait tout à l'heure de la restauration, cette transmission de patrimoine qui se fait à un nombre plus grand que si on ne le fait pas du tout, ben, il y en a qui ne l'auront jamais vu, Mais qui n'auront jamais justement, découvert. on parlait de restauration, ce genre de film, j'ai pris les éditeurs français, on a 70 petits éditeurs indépendants, mais les deux plus connus, c'est Coin de Mire et Le Chat qui fume. Ce sont des gens qui restaurent les films aussi, c'est-à-dire souvent tu as les pellicules qui ont été brûlées ou perdues, qui vont contacter les ayants droit, qui vont essayer de retrouver les bobines. Et quand on parle de films, par exemple, je vais prendre L'école des cocottes qui date du début des années 30. On sait qu'il y avait des bobines au départ qui avaient été perdues, certains l'ont retrouvé. Ou il y a un des films de Gabin, je crois que c'est Le Chaudron Noir, où il y a 5 bobines qui ont disparu et qu'on n'a jamais retrouvées. Donc il a fallu refaire les cuts en fait, remonter le film. Et il y a des éditeurs indépendants qui ont remonté le film pour qu'on puisse le voir, mais c'est la totalité parce qu'il y a des bobines qu'on ne sait pas d'où elles sont. Donc ces gens-là refont tout ce travail-là en fait, restaurent le film ou le remontent quand il manque une bobine ou quoi, pour pouvoir le redistribuer. Mais ils le redistribuent qu'un nombre limité d'exemplaires. C'est ça aussi qui est. Non, mais c'est un travail louable. Hein. Je veux dire, là, je ne condamne pas du tout le travail de restauration et de transmission du patrimoine. Hein. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Parce que il y a quelqu'un qui joue, enfin, il y a un organisme qui joue pas son rôle. Hein. C'est où il y en a ou qui ne le joue pas assez. C'est la télévision parce que la télévision est dans tous les foyers. Quoi. Or, on n'a pas forcément envie d'éduquer la population, quoi. Éduquer entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. C'est-à-dire faire accéder à d'autres styles de films, à d'autres images, à la connaissance du patrimoine passé. Ça, il y a aussi le rôle ça serait un des rôles de la télé qui préfère faire de la télé-réalité, qui préfère entretenir les gens sur chasseur d'appartements. On m'a expliqué un jour qu'est-ce que ça apporte aux gens de voir quelqu'un à la télévision qui cherche des appartements pour quelqu'un d'autre. Alors, à la limite, Top Chef, etc., on peut se dire que même si on n'a pas tous les ingrédients pour le faire, on peut regarder la recette à la télé. Maintenant, bon, qu'est-ce que ça nous apporte? J'en sais rien. Toutes les télé-réalités où on voit je sais pas trop quoi, là, ces jeunes qui sont à Dubaï, là, en train de se disputer, et c'est juste sur les disputes et sur la curiosité malsaine des relations qu'il y a entre les gens. Là, on s'interroge quand même sur le rôle de la télévision parce qu'on a de plus en plus de chaînes, mais quand tu veux regarder quelque chose d'intéressant, c'est difficile. Et alors, on risque de retomber sur Crime, tiens, on va regarder Crime parce que
jusqu'où l'homme est-il capable d'aller? Tiens, ouais, voilà. Alors, ça va être une curiosité un peu. Mais la Un télévision te répondra une chose, c'est que les films actuels, pas ceux qui passent au cinéma, mais les films qui sont faits pour la télévision, qui sont l'essentiel de ce qui passe sur le service, ce sont des films qui sont faits pour la publicité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a un petit creux dans le film où ils savent qu'ils vont placer la publicité. Les films d'époque sont peut-être un peu plus difficiles à regarder parce que la publicité n'existait pas à l'intérieur du film. Tu as les publicités qui étaient avant, avec l'information. On avait l'information avant, la publicité plus le film. Donc les films n'étaient pas conçus pour avoir un moment de creux pour passer à la publicité. Et si tu coupes d'ailleurs un film ancien que tu le mets sur pause, le temps de la publicité, tu vois que tu as un peu de mal à reprendre, etc. Parce qu'en fait, il y a des actions continues. Et la télévision te répondra à ça aussi, que les films, il y a beaucoup de films qui ne peuvent plus passer parce qu'ils ne sont pas conçus pour la télévision qu'il y a aujourd'hui. ouais, c'est un aspect du problème auquel je n'avais jamais pensé. C'est un fait. C'est un fait. La télévision vivant de publicité, pour la plupart, donc c'est un fait qu'il faut qu'ils puissent passer la publicité. C'est pas que ça nous arrange vraiment, hein, mais bon, on est obligé de vivre avec ça, quoi. Tu sais qu'en Suisse, dans d'autres pays, mais en Suisse, au milieu des films de cinéma, tu as de la publicité. Ils te coupent D'accord. le film pour mettre de la publicité et quand tu demandes au cinéma, on te dit c'est pour vendre du popcorn parce qu'on a besoin de rentabiliser le film. Donc, quel que soit, alors pas tous les cinémas font ça, mais la majorité, hein, en général, c'est les cinémas où tu payes beaucoup plus cher la place, mais si tu vas dans les cinémas pâtés, etc., tu auras de la publicité, ce qu'on n'a pas en France au milieu du film pour pouvoir vendre du popcorn. Comme à l'époque, tu avais, par exemple, tu regardais Ben Hur, les entractes au milieu, et les films étaient beaucoup plus longs, mais maintenant, même un film d'une heure et demie, 2 heures, on te le coupe au milieu. D'accord. Je ne savais pas. Bon, ouais. Et peut-on l'éviter? Non. Tu peux l'éviter si tu payes plus cher ta place que tu vas dans les cinémas où il n'y a pas de publicité. Voilà. Seulement, le problème, c'est que les gens regardent à deux fois avant de dépenser leur argent. Oui, oui. Il y a beaucoup plus de sollicitations qu'avant aussi, hein. Donc, on va vers plus de confort, vers des outils de plus en plus performants, mais qui coûtent beaucoup plus cher, Non, c'est qui sûr. durent moins longtemps, plus éphémères, qu'il faut remplacer. Donc, il faut, enfin, c'est pas il faut, mais nous, on pense qu'il faut plus d'argent pour vivre normalement. Parce qu'on ne veut pas abandonner ni le confort, ni le gain de temps. La Oui, plupart oui. des outils qu'on nous propose pour gagner du temps, pour gagner en économie d'effort. Donc, on ne veut pas aller de nouveau râper les pommes de terre avec une râpe à main, hein. Non, Je c'est veux dire. sûr. On- donc les gens ont besoin de plus d'argent pour ne pas vivre beaucoup mieux qu'avant. Ils vivent avec un peu plus de confort et ils font peut-être un peu plus de choses un peu plus vite, mais en fait, pour ce qui est de dépenser dans les loisirs, qu'est-ce qu'il leur reste à la fin du mois? Oui. Est-ce qu'ils ont suffisamment d'argent pour s'acheter de la décoration, pour aller au théâtre, pour aller au cinéma? Non, à la fin du mois, il ne leur reste pas plus d'argent, hein. Mm. C'est Ils vrai. vivent plus confortablement, mais je ne suis pas sûr qu'il leur reste plus d'argent. Les loyers sont plus chers, euh, Il y a la Internet, nourriture. les téléphones. Et avant, avec 100 francs, tu avais 6 mois de téléphone. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et de notre côté, quand ton portable tombe en panne, c'est la panique à bord. On s'est habitué aux outils performants. Donc, Ouais. c'est difficile d'y revenir. Bon, avant, on partait, on se disait où on allait, on se donnait rendez-vous, on avait l'adresse. Aujourd'hui, on part, on se téléphone en route pour se dire où c'est qu'on va. Et on cherche sur le téléphone avec le GPS où on va. On ne va pas s'arrêter pour demander à la personne qui est au bord de la route est-ce que vous pouvez m'indiquer où se trouve la rue Victor Hugo? Et non, on fait tout seul, quoi. C'est vrai. Donc, alors qu'avant, on demandait notre chemin, hein. Personne ne s'est perdu, hein. Mais bon, mais ça prenait aussi du temps. Et nous, on est toujours dans cette quête de gain de temps et gain de confort. Et ça, c'est des paramètres qui nous perdent un peu. Non, c'est vrai.
On va terminer et j'aimerais terminer sur ta peinture, parce que tu as parlé que tu revenais bien à la peinture. Quel style de tableau tu peins? Qu'est-ce que tu aimes peindre comme des scènes, des personnages? Qu'est-ce que... Alors, mon thème principal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la femme. Donc, je fais énormément de portraits de femmes. Donc, je pars, n'ayant pas de modèle vivant, je pars sur Internet à la quête d'une photo. Mhm. Alors, à partir de cette photo, il faut que j'en regarde des centaines pour en trouver une qui m'interpelle parce que il ne suffit pas de, même si j'ai dit que j'aimais bien travailler sur une certaine esthétique du dessin et de la peinture, surtout du dessin. Et c'est moi qui choisis la palette de peinture puisque je prends souvent, je vais à la quête de photos de peintres, de photographes en noir et blanc et pour avoir la liberté de choisir déjà ma palette de couleurs, même si je suis influencé déjà par les contrastes de la photo quand même qui me pose déjà, pas une obligation, mais qui me- qui m'influence. Les contrastes de la photo m'influencent pour le choix de la palette de la couleur. Mhm. Mais il faut que j'en regarde énormément parce que je veux trouver une attitude qui me semble naturelle et à partir de laquelle euh, ça va éveiller les sens. Voilà, et créer une émotion. Voilà. Éveiller les sens, créer une émotion, tout en restant avec une certaine esthétique. Et donc, sauf si je fais un travail sur les droits de la femme, c'est pas l'esthétique qui va passer en premier. Hein. Ça va être sur l'interpellation des problèmes, la femme battue, le choix de son compagnon, son mari, de son compagnon de route, sur le choix de sa sexualité. J'avais fait un travail là-dessus sur Sainte-Maxime. Là, l'esthétique ne rentre pas en ligne de compte. Mais la plupart du temps, j'essaie de garder une certaine esthétique de la femme. Et parfois, sur les commandes, à ce moment-là, j'ai un thème. Bon, par Mhm. exemple, on m'a demandé un thème, tu m'as parlé de Napoléon. Bon, ben là, par exemple, là, dans l'atelier, j'ai un travail sur Napoléon. Je peux te le montrer. Hein. Là, on peut se déplacer. Oui, Donc, je sais. là, tu vois, on va me demander un travail sur Napoléon. Bon, ben, c'est quelque chose de très classique, en fait. Je vois qu'il y a Ça va De Gaulle. être alors, oui, c'est la même personne qui m'a commandé un travail voilà, sur le pouvoir absolu Louis XIV et Mhm. Versailles. Voilà. Alors, ce sont des bustes en fonte Mhm. sur lesquels je travaille et sur des socles en bois. Voilà, et ça, c'était sur De Gaulle. C'est quelqu'un qui est intéressé, je pense, par le pouvoir absolu, ou presque, Oui, oui. et qui me demande un travail là-dessus. Alors, pourquoi je fais ça? Bien, tout simplement parce que il y a un paramètre trésorerie, puisque ce sont des commandes. Et puis, il y a le fait de me faire sortir de ma zone de confort. Pour dessiner Versailles, euh, ça demande beaucoup de temps. Pour faire un parterre en mosaïque en perspective, ça me demande beaucoup de temps. C'est que technique. Oui, oui. C'est que technique. Mais ça me fait sortir de ma zone de confort et ça m'oblige à dire, bon, ben voilà, il y a un défi. Là, tu n'as aucune latitude. Alors là, je vais voir si j'ai le niveau technique pour réaliser ça. Ce n'est pas une création, mais c'est une exigence qu'on m'impose Oui, oui. et à laquelle je veux bien me soumettre pour voir si je ne me suis pas laissé aller. Parce que dans les images que je fais, il y a une partie projetée. La projection d'image permet de mettre la mise en place du dessin. Mais la projection d'image, c'est un flou. Ce n'est pas l'image imprimée sur laquelle tu repasses les contours au crayon. Mhm. C'est un flou. On a 3 cm, par exemple, pour faire le trait au bon endroit. Donc, si on ne sait pas dessiner, même tu projettes une image, quand tu regardes le résultat, c'est de l'art brut. Hein. C'est Ouais. pas, il faut encore dessiner.
Mais pour en revenir donc à ce travail, je veux bien accepter donc parce que je sais que l'effort technique, au niveau technique que je vais faire va me continuer à me conserver un certain niveau de performance pratique. Mhm. Parce que si refaire un dessin de BD, par exemple, comment dire, la performance, elle est à l'auteur du dessin. À la reproduction, il n'y a pas de performance. Il Oui. y a très peu de performance. Parce que le dessin, il est simple. Il apparaît simple. Mais celui qui l'a créé, c'est une performance. Parce que c'est difficile de faire une création de personnage. Et là, donc, je me dis peut-être qu'au fil du temps, il ne faut pas que j'oublie de travailler quand même aussi la technique, maintenir un niveau technique. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas le sujet lui-même, quoi. Le sujet lui-même ne m'intéresse pas forcément. Et donc, là, de temps en temps, donc, j'accepte de transformer une photo en dessin où il faut que je dessine, où il faut que je dessine au plus près. Donc, on est dans le réalisme, hein, et il faut que je sois hyper réaliste. Et donc, c'est un défi qui m'intéresse, mais d'un niveau technique. D'un niveau technique. Sans Donc, indiscrétion, pour les gens qui vont écouter, si certains sont intéressés, combien tu les vends, les bustes peints en moyenne, pas une fourchette de prix? alors là, il faut bien penser que sur les bustes, sur les bustes, quand je dessine, le buste lui-même étant un buste style buste grec, buste romain en volume, déformer le dessin pour qu'il apparaisse normal. Bien sûr. Quand les gens vont me dire, oui, mais vous avez projeté le dessin. Ah, je dis, oui, mais je vais vous montrer ce que ça donne un dessin projeté sur une surface non plane. C'est-à-dire que l'œil va être étiré jusque-là, le Oui, nez oui. va passer ici. Ça permet simplement de cadrer à peu près le dessin au niveau mise en page. Mais il faut tout redessiner. Donc, pour répondre au sujet, là, le buste plus le socle, oui, c'est dans les 4005 pour donner un ordre de prix. Non, c'est bien, ça reste bien correct sur le prix, là, hein. Dans un temps de travail, euh, par exemple, juste le socle de Versailles, ça m'a pris plus d'un mois pour le faire. Mhm. Plus Il faut plus de 15 jours rien que pour faire le portail d'entrée. Il y a, il y a le problème de toute la ferronnerie. Et, là, et moi, ça me permet de travailler le regard, l'observation. Je dis, ah oui, tiens, ils sont allés jusque-là. Et puis sur une photo, dans un premier temps, tu crois que c'est comme ça. Puis non, tu trouves une photo un peu plus grande définition. Ah, Mhm. mais non, non, c'était une corde de vis, en fait. C'était pas du tout, etc. Et donc, en fait, ça m'enrichit dans la connaissance du travail des ferronniers de l'époque, là, hein. Et donc, je trouve ça intéressant parce qu'il y a une interactivité à ce moment-là. Moi, j'apprends encore des choses en dessinant. Oui, oui. Donc, c'est pour ça. Alors, le prix, après, on peut me dire, oui, c'est cher. Si vous voulez, oui, c'est cher. Oui. Il y en a d'autres qui pourront dire, vu le travail, moi, je ne le fais pas pour ce prix-là. Bon, après, bon, etc., hein. J'essaie d'être raisonnable, quoi. Voilà. Et comme je suis un fils d'ouvrier, je calcule mes heures de travail. Je calcule globalement mes heures de travail. Voilà. Et de frais de matériaux. Je pense que Et je beaucoup me de dis, peintres le font aussi, ça, de calculer les heures de travail, le frais de matériel, parce que ça rentre en compte dans l'art, dans l'œuvre elle-même. et je ne veux pas descendre en dessous de ça. Non, non, je comprends. Alors, il est bien évident que là, par exemple, ça ne sera pas ce prix-là que ça sera vendu, puisque si le client achète 3 œuvres au lieu d'une, on est obligé de faire comme dans Mm. tout commerce, de faire un prix. Alors, on est Donc, là à la fin de l'interview. Moi, je pose toujours une question finale aux interviewés. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'ensemble de ce qu'on a dit, une pensée, un élément en plus? alors moi, ce que je souhaiterais pour les artistes, c'est qu'on leur facilite les lieux d'exposition et qu'on leur facilite l'accès aux lieux d'exposition. Parce que là, si on se rend compte, par exemple, pour te donner un exemple, j'ai envoyé un dossier
pour l'exposition des artistes indépendants au Grand Palais. Mhm. À ma grande surprise, j'étais accepté par la commission pour exposer de 1 à 3 tableaux. Alors, je trouvais que c'était peu, parce que là, c'est le monde de 7, il faut aller à Paris quand même. Vu mes formats de tableaux, il faut que je loue un camion, etc. Donc, je sais que ça allait me faire des frais, mais je ne savais pas que ça allait me faire aussi cher. Donc, du coup, j'étais obligé de décliner l'acceptation de l'exposition parce que je venais de m'endetter en exposant à Cannes à une exposition internationale où déjà, pour 6 mètres carrés, il fallait que je verse 2 000 euros. Plus la location du camion, plus la location du camion, Oui, plus le prix sur place, plus pour dormir et manger. oui, oui. Donc, je n'étais pas remis en trésorerie de Cannes quand j'ai été accepté au Grand Palais. Euh, donc, je ne suis pas allé. Donc, les autres solutions qu'on a aussi, c'est de passer par exemple par certains organismes, comme par exemple Art3F, qui organisent des expositions, mais là encore, il y a une participation qui fait que tout le monde ne peut pas accéder à ces expositions. Donc, voilà. Là ce qui est, je trouve ennuyeux, c'est justement qu'il faut une certaine trésorerie pour participer aux expositions. Voilà. Mhm. Ça, c'est ennuyeux pour les artistes qui n'ont pas beaucoup de trésorerie. Le message est passé. Je te remercie pour l'interview. Voilà, ben merci beaucoup. C'est moi qui te remercie beaucoup. Je ne sais pas si mes pensées, mes propos sont vraiment intéressants pour tout le monde, mais Non, j'ai trouvé c'est un ça très avis. intéressant. Je trouve ça très intéressant. Un avis. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que euh, quand je peins, on me dit que je fais des choses simples. Alors, la priorité que je donne, c'est que justement, moi, je veux être accessible à tout le monde. Je veux dire, Mhm. moi, ce que je regrettais, c'est quand j'étais au Beaux-Arts, c'était de ne pas comprendre parce que je ne connaissais pas les symboles dans la peinture. Et je ne pouvais, quand on me disait, on parlait d'éducation du regard au début de Mhm. l'interview, pourquoi je ne pouvais pas donner les réponses satisfaisantes au professeur? Parce que je ne connaissais pas les symboles dans la peinture. Donc, je ne pouvais pas interpréter. Quand on voit Opalka, par exemple, qui dessine des tableaux où il n'y a que des chiffres, et tu passes devant, si tu n'as pas les codes, tu te dis, tiens, lui, il ne s'est pas foulé, il a fait des chiffres, il a recouvert tous les chiffres par un voile de peinture blanc. Ça, c'est sur la Mais mémoire d'Auschwitz, non? voilà. Mais c'est... Seulement, toi qui as de la culture, tu sais pourquoi. Mais moi, je l'ai su en rentrant aux Beaux-Arts. On m'a expliqué. Et alors, j'ai dit, oui, alors oui, Patrice, si on t'avait dit, fais-moi un tableau sur la mémoire du génocide juif, eh ben, je ne sais pas par quel bout attraper le problème. Et c'est là qu'après, on se dit, ah oui, alors évidemment, tout ce qui est art conceptuel, c'est réservé à des initiés. Alors, moi, je me rapproche plus de la publicité, puisque il n'y a pas de code. Je veux dire. Les codes sont connus. Voilà, on Oui, va dire. oui. Les codes sont connus. Donc, après, ça plaît pas, ça ne plaît pas. Bon, c'est pas grave, hein, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça crée une émotion, ça crée pas d'émotion. Voilà. Bon, après, à chacun de voir, hein. À chacun d'apprécier l'œuvre. Même, il va pas certainement ne pas considérer ça comme une œuvre, moi non plus d'ailleurs. Je dessine et je peins. Quand on me dit vous êtes un artiste, je dis je ne sais pas. Je suis un peintre. Je sais que je sais dessiner et peindre, mais après, je ne sais pas si je suis un artiste. Voilà. Et L'artiste donc, a la je vision n'arrive sur le monde, hein. jamais. Comment? L'artiste a une vision sur le monde, c'est ce que tu as. On l'a vu dans l'interview, tu as une vision sur le monde, hein. Oui, oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont des visions sur le monde. Et il y a une part d'artistes dans tous ceux qui font un travail manuel, je veux dire, qui font un travail. Dans Oui, toutes les oui. professions, il y a beaucoup de professions, il y a une part artistique, hein, mais une part, bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je me dis, euh, quelqu'un aurait pu être à ma place s'il avait eu ma même trajectoire de vie. Alors, on va me dire, non, non, tu as un don. Alors, je dis, alors on peut parler du problème du don, en fait, de la question du don, pas du problème du Mhm. don. Je dis, est-ce qu'on a un don? Qu'est-ce que c'est le don? Qu'est-ce que le don? On peut définir le don. Alors, pour avoir vu beaucoup de jeunes enfants en musique,
être nettement supérieur aux autres dans la prestation, moi je sais que ce sont des élèves qui travaillent beaucoup plus. Alors je me dis, est-ce que c'est ça le don? C'est c'est une activité que tu aimes beaucoup, où tu acceptes de passer du temps. Et plus du temps, plus tu vas consacrer du temps à cette activité, plus tu vas faire de progrès. Plus tu vas faire de progrès, plus tu vas avoir des retours bénéfiques de ton travail. Oui, Donc tu vas avoir encore envie de t'investir encore un peu plus. Et à ce moment-là, tu vas arriver à un certain degré de performance que l'autre ne sera pas arrivé, mais c'est pas parce qu'il n'a pas un don, c'est parce qu'il n'a pas passé du temps. Quand on me dit, monsieur Donzel, c'est super bien ce que vous avez fait, je dis, mais si vous avez passé autant de milliers d'heures que moi à dessiner et à peindre, vous serez certainement capable de faire ce que j'ai fait. Mais c'est pas votre préférence. Vous avez certainement vous avez certainement des performances que je n'ai pas. Parce que moi, pendant que je fais ça, je ne fais pas autre chose. Voilà. C'est pour ça que la question du don, je suis un peu le naturaliste dubitatif. Buffon disait le génie, c'est une plus grande aptitude à la patience. Eh bien, puisqu'on est dans les citations, j'ai adoré la citation des restaurateurs qui était le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Et Et pas j'adore mal, cette citation. Et, et on peut l'appliquer même à la vie de tous les jours, hein. c'est vrai. Ce sera le Le mot de temps la ne fin. respecte. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie et qui remercie tous les spectateurs qui suivront cette interview. Et puis, aller voir les expositions, partager un moment d'émotion avec les autres, je trouve que c'est très important. Et on ne va pas se laisser influencer par la peur de la contamination du voisin. Il faut Oui. continuer à aller au spectacle. L'art est important pour la vie d'une société. Merci à toi. Je vais couper l'enregistrement.